Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une affaire Veolia-Suez. Vous en avez peut-être entendu parler, mais ça vous paraît peut-être obscur. Figurez-vous, c'est peut-être, ça devrait être dans les mois qui viennent, le scandale numéro un, l'affaire numéro un, au même niveau qu'un Alstom, peut-être même plus, avec un double jeu, une double parole de l'État macroniste et un dépeçage en règle une nouvelle fois des intérêts de la France par une oligarchie prédatrice. Je vais vous expliquer tout ça, c'est absolument édifiant. Pas très compliqué, je vais vous expliquer le plus clairement possible et on va parler aussi évidemment de ce qu'il faut faire là urgemment. Deux petites choses avant, continuez de vous inscrire pour le dîner parisien que j'anime le 23 octobre. Il y a un formulaire, une inscription obligatoire, je vous mets le lien en ligne pour tous ceux qui viennent de Paris, de la région, et sachant que c'est en parallèle de mon tour de France un peu dans toutes nos régions. Je vous attends, ça va être animé, ça va être très sympathique et très intéressant. Et puis évidemment, si vous voulez vous battre avec nous, à mes côtés, pour l'industrie française, pour la France, pour sa liberté, pour nos libertés, pour notre avenir et l'avenir des générations qui viennent et la grandeur de la France, eh bien adhérez aux Patriotes, prenez votre carte orange, le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Je vous attends. Nous n'y allons pas par quatre chemins, nous disons les choses, nous faisons les choses et nous devons les faire tous ensemble. Alors ne tardez plus. Merci d'avance et bienvenue. Alors cette affaire Veolia-Suez, il y a trois acteurs en jeu. Je vais d'abord vous expliquer les trois acteurs. Il y a Engie qui est l'ancien qui s'appelait avant Gaz de France. Il y a Veolia et Suez qui sont deux vieux acteurs qui ont chacun 150 ans à peu près. Alors ils ont eu plusieurs noms dans l'histoire. Ça a été la Lyonnaise des Eaux, la Générale des Eaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Retenez trois acteurs, Engie, Veolia et Suez. La trame générale, c'est qu'il y a Veolia qui veut racheter les parts de son principal concurrent Suez que possède Engie. Vous voyez, donc Engie possède 32% de Suez et ça intéresse Veolia. Et Veolia veut en racheter quasiment 30%, 29,9% pour des raisons légales, pour 3,4 milliards d'euros. Sachant que Veolia et Suez sont en fait des entreprises en concurrence depuis très longtemps, sont tous les deux français et sont tous les deux les numéros 1 et 2 mondiaux dans leur domaine, c'est-à-dire la gestion de l'eau et des déchets. Donc dans les services environnementaux. Donc ce sont deux vraiment pépites françaises très importantes. Alors, donc l'idée c'est que Veolia veut racheter à peu près 30% de Suez à Engie et les 70% qui resteraient de Suez, puisque Suez serait donc coupé en deux, eh bien, seraient rachetés par un fonds français qui s'appelle Meridian. Voilà l'objectif. Alors c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé lors du conseil d'administration de Engie. C'était le 5 octobre dernier où effectivement par 7 voix contre 4, eh bien, Engie a accepté de vendre à Veolia 29,9% de Suez qu'il détenait. Voilà. Donc c'est tout à fait ce que voulait Veolia. Et Engie l'a validé lors de ce conseil d'administration tout récent, là, le 5 octobre. Je vous disais par 7 voix contre 4, les 4 qui ont voté contre, ce sont les 3 représentants de l'État. Bah oui, parce que l'État, effectivement, est actionnaire dans Engie. Il possède 34,5% des droits de vote et 23,6% des parts. Et le quatrième, c'est le représentant de l'administrateur de la CGT. Voilà. Alors, l'intrigue. Tout part, alors là vous me direz, bon c'est une affaire industrielle classique. Ben non, vous allez voir d'abord que cette fusion a des conséquences uniquement négatives, donc elle est irrationnelle, elle est incompréhensible, sauf si elle vise d'autres intérêts beaucoup plus personnels, vous allez voir ça. Mais l'intrigue, c'est que l'État a fait semblant de s'opposer par la voix de son ministre de l'économie Bruno Le Maire. Manifestement, si on en croit plusieurs informations très précises, l'État a fait un double jeu. Il a fait semblant publiquement de s'opposer et même de voter contre cette fusion qui n'a effectivement aucun intérêt pour la France, mais en réalité l'a poussée et l'a autorisée via l'Élysée. Vous allez voir cette intrigue digne d'un roman policier, sauf que le problème c'est que la victime là-dedans c'est la France et le coupable c'est l'oligarchie. Alors, bizarrement en effet, le 5 octobre dans ce conseil d'administration de Engie, les deux représentants administrateurs de la CFDT qui auraient pu faire basculer le vote parce qu'ils étaient deux et en plus ils auraient entraîné avec eux le représentant de la CFE-CGC, qui est un autre syndicat, eh bien au moment de voter, ils ont quitté la salle. Ce qui est incompréhensible parce que leur syndicat, CFDT Énergie, s'était prononcé contre cette fusion et avait appelé à voter contre. Donc normalement, ils auraient dû suivre ce qu'ils font toujours. Et même le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, avait dit qu'il était contre. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Alors Mediapart, dans une longue enquête qui s'appelle La journée des dupes, je vous invite à lire si vous êtes abonné à Mediapart parce que c'est en abonnement, qui a été publié le 6 octobre, a révélé probablement le poteau rose. En effet, selon Mediapart, le numéro 2 de l'Élysée, donc après le président de la République, c'est-à-dire le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler,
eh bien, aurait été depuis le début, depuis des mois, très actif dans ce dossier, poussant effectivement au rachat de Suez par Veolia. Et notamment, quelques heures avant le conseil d'administration de Engie, le 5 octobre, il aurait lui-même appelé au téléphone les deux représentants de la CFDT, selon Mediapart toujours, pour leur demander de ne pas prendre part au vote, plutôt que de voter contre. Ce qui donc faisait passer la fusion. Or, au même moment, sur toutes les antennes, le ministre de l'économie Bruno Le Maire disait que l'État faisait tout pour s'opposer à cette fusion qui était un non-sens. Donc Bruno Le Maire a perdu, ça a eu lieu quand même, il a donc été ridiculisé au passage. Alors est-ce qu'il a été ridiculisé malgré lui parce qu'il croyait vraiment que l'État était contre et que lui faisait le bon petit soldat? Ou est-ce qu'il a été ridiculisé sciemment parce qu'il connaît le double discours de l'État, il était mis au courant, il était informé? Difficile de ne pas croire qu'il n'était pas informé vu sa position, mais bon, en tout cas, il a été ridiculisé, ça c'est le résultat. Alors l'explication de cette intrigue incroyable, ce serait qu'une nouvelle fois, nous serions dans une sombre et sordide affaire de copinage oligarchique au plus haut sommet de l'État, d'où l'affaire. Contre nos intérêts industriels, contre nos intérêts de services publics, contre nos intérêts de consommateurs, parce que ça fera encore augmenter probablement le prix de l'eau. Et ça, c'est ce qu'a révélé une lettre publique d'Arnaud Montebourg à Jean Castex, le Premier ministre, lettre qu'il a mise en ligne lui-même, Arnaud Montebourg, le 3 octobre sur son compte Twitter. Je vais vous en citer des passages. Je cite. « Cette affaire ressemble à une distribution oligarchique d'avantages dans un cercle restreint d'amis privilégiés du pouvoir. » Alors il précise, Monsieur Antoine Frérot, qui est le numéro 1 de Veolia, écrit Montebourg, a soutenu par sa présence physique à quelques meetings la campagne du président de la République et l'a donc financée. Donc là, si vous voulez, Montebourg révèle que Frérot, le numéro 1 de la Veolia, a financé, selon lui, a même participé à des meetings du candidat Macron en 2017. Monsieur Déo, il ajoute, le patron du fonds Méridian, qui entend récupérer les débris de Suez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, était également le représentant officiel de l'actuel président de la République en campagne, quand il était donc candidat en 2017, auprès du club des partenariats publics-privés et a aussi participé au financement de sa campagne. Ça, c'est ce qu'écrit, donc eux aussi, ils ont quelque chose à gagner. C'est ce qu'écrit Montebourg à Castex. Et Montebourg précise enfin, ce dépeçage, et il pose la question, est-il le fruit d'une collusion au sein de l'État? Question très importante. D'autant s'étonne-t-il, comme d'autres se sont étonnés, il y avait une solution industrielle française qui était parfaite. En effet, un fonds d'investissement qui s'appelle Ardian, qui est français, qui est le 5e fonds d'investissement mondial, eh bien, proposait de reprendre 100% de Suez. Donc ça a évité un dépeçage, un démantèlement, et en plus à meilleur prix que Veolia. Donc tout le monde était gagnant. Et il disait simplement qu'il lui fallait boucler l'affaire, il lui fallait 6 semaines, ce qui était quand même assez rapide, mais il lui fallait 6 semaines. Or, Engie a prétesté du fait qu'il fallait absolument aller très vite, qu'il fallait que ce soit prêt pour le 5 octobre, et donc a refusé cette offre qui pourtant était payée mieux que Veolia, donc Engie aurait dû y trouver son compte, et qui en plus évitait le démantèlement de Suez, donc l'État aurait dû pousser en ce sens. Alors les conséquences sont catastrophiques de cette fusion, je vous le disais, à plusieurs titres. D'abord, ça va être évidemment le démantèlement de Suez, qui est un groupe très ancien, le numéro 2 mondial des services à l'environnement, ça n'est pas rien, et qui a 150 ans d'âge. Et ça va être un dépeçage évident parce que quand les numéros 1 et 2 fusionnent, il y a le droit européen de la concurrence qui s'applique, je vous en ai déjà un peu parlé, et il est impitoyable. Il va demander évidemment à dépecer complètement le groupe, d'autant qu'en plus Veolia ne rachète que 30%, 70% vont partir ailleurs, etc. Donc c'est un dépeçage en règle. Donc conséquence d'un dépeçage, c'est un drame social. Et là on parle de milliers d'emplois en France, hein, de milliers d'emplois. Pourtant dans un domaine normalement d'avenir, c'est le domaine de l'environnement. Bon. Et Montebourg précise même dans sa lettre qu'il risque d'y avoir au passage reprise d'activité en France par des Chinois qui attendent, donc par des intérêts étrangers. Je cite Montebourg, les prises de guerre en France sur ce secteur qu'il guigne, parle-t-il, dit-il en parlant des Chinois. Il parle de prises de guerre possibles par les Chinois. Alors là, je vous cite un extrait de l'article de Mediapart. Suez façon puzzle. Toutes les grandes fusions horizontales, donc là il cite un expert du droit de la concurrence, hein, je cite, toutes les grandes fusions horizontales finissent comme cela. 1 + 1 ne fait jamais 2. Le plus fort mange l'autre. La fusion Lafarge-Holcim, qui travaillait dans les mêmes métiers, dans les mêmes pays, est à cet égard parlante. Les Lafarge ont payé très cher. Dans le cas de Veolia-Suez, cela risque d'être encore pire,
car ce sont des conglomérats qui sont en concurrence partout depuis 150 ans sur les mêmes métiers avec les mêmes clients. Il y a de fortes chances que tout cela aboutisse à un démantèlement par des tas de petits bouts et donc rachat à côté par des intérêts étrangers, notamment chinois. Bon. Deuxième problème, c'est qu'on va créer donc un monopole privé de fait, notamment dans l'eau, ce qui va faire augmenter le prix encore de l'eau pour le consommateur, c'est une évidence, et ce qui va aussi déstabiliser beaucoup de collectivités locales en France, parce qu'elles travaillent beaucoup avec Suez ou avec Veolia, et certains n'ont pas les moyens de remunicipaliser l'eau, ce qui peut être une solution, ce qui est sûrement une bonne solution, mais toutes les collectivités n'ont pas les moyens de le faire, donc elles travaillent avec Veolia ou Suez, donc elles vont être déstabilisées. Et par ailleurs, elles vont donc soit faire face et travailler avec ce monopole privé de fait, soit elles vont donc se tourner vers des acteurs plus petits, mais souvent étrangers, voire peu recommandables. Et ça, c'est écrit aussi dans l'article de Mediapart que je vous cite. Si demain, il n'y a plus qu'un seul grand acteur, je cite toujours ce spécialiste du droit de la concurrence, et des petits acteurs locaux qui ne sont pas de taille à soutenir une concurrence réelle, il y aura forcément d'autres concurrents étrangers cette fois qui arriveront, et tous sont loin d'être fréquentables, précise-t-il. Alors, sur cette affaire, eh bien, sachez que suite à tous ces points d'interrogation, ces révélations et ces accusations, eh bien, l'avocat de l'intersyndicale de Suez a fait un signalement judiciaire auprès du parquet national financier pour qu'il enquête, également auprès du parquet général. Je cite cet avocat. Un actionnaire privé qui cherche à valoriser au mieux sa participation s'appuie sur la concurrence, favorise des solutions alternatives, se donne du temps afin d'obtenir le meilleur prix. Or, l'État n'a rien fait de cela, dit cet avocat. Il n'a accepté qu'une seule offre, a dissuadé toutes les autres et a imposé de boucler le tout dans un temps record. D'autant que l'État n'est pas un actionnaire comme les autres, il est le garant de l'intérêt général. Dans le cas de Suez, il s'est assis sur tout, la préservation d'un groupe industriel, le maintien de l'emploi, le respect du droit. D'où ce signalement. Voilà où nous en sommes. Alors, il faut faire savoir tout ça pour bloquer. Il faut essayer de bloquer. On ne peut pas se permettre de revivre une affaire, un scandale Alstom. Donc, il faut faire savoir, partager cette vidéo, ces informations, partager la lettre de Montebourg. Faites-le. Il faut exiger transparence. Il faut donc qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Je sais qu'elles sont loin d'être parfaites, ces commissions d'enquête parlementaire, je vous l'ai déjà dit, mais c'est mieux qu'il y en ait une que rien parce que ça oblige à un focus médiatique et politique sur ce sujet-là. Il faut remuer cela absolument. Il ne faut pas laisser l'oligarchie prédatrice, parce que nous sommes dans le cadre d'une oligarchie prédatrice, faire les choses ici. Nous sommes en train de vivre la décennie des années 90 de la Russie, où une oligarchie prédatrice, c'était russe ou étrangère, c'était partager les atouts stratégiques russes. Sous le regard, avec la complicité bienveillante de l'État à l'époque de Boris Yeltsin. C'était une ère dramatique pour la Russie. Nous sommes en train de vivre cela avec le macronisme et toute l'oligarchie autour, évidemment. Alors après, ceci dit, le point positif, c'est qu'après cette décennie catastrophique en Russie, a émergé Poutine et tout ce que vous savez. Et quoi qu'on pense de Poutine, en tout cas un redressement de l'État russe et un rayonnement et la fin du dépeçage oligarchique. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la France. Évidemment, un redressement derrière qui passera par le Frexit et beaucoup de choses. En tout cas, il faut faire savoir, exiger cette commission d'enquête. Quant à Arnaud Montebourg, il a fait un beau boulot, avec du courage, et je souhaite vraiment le contacter pour cette maison commune des souverainistes. Il ne faut pas travailler à côté. Je vais essayer de le contacter, je vous le dis officiellement, parce que je fais toujours les démarches en toute transparence avec vous. Et si vous soutenez cette démarche de rassemblement, adhérez à la force motrice du rassemblement aujourd'hui, c'est clairement les Patriotes. Prenez votre carte orange, le lien est en description, ici en cliquant sur l'écran, ainsi qu'en commentaire épinglé. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. On va se battre et vive la France.